Salut Marie-Charlotte. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Marie-Charlotte, tu es députée de Lyon, de la 3e circonscription de Lyon, membre du groupe Les Écologistes à l'Assemblée nationale. Si je t'ai invité, c'est pour faire le point sur plein de choses. Mais d'abord, l'actualité vraiment qui occupe aujourd'hui nos médias et une partie de notre société, c'est l'affaire Betaram qui touche le Premier ministre. Donc pour la faire très simple, il y a des accusations d'agression sexuelle et de viol de la part d'encadrants, de personnel éducatif au sens large dans un établissement catholique. Dans le sud de la France, établissement catholique, où ont été les enfants de François Bayrou, le Premier ministre, où sa femme a été prof de catéchisme. Et la question, c'est de savoir, est-ce que le Premier ministre était au courant de ce qui se passait à Betaram, selon les informations de Mediapart, qui est toujours excessivement bien documentée, a priori, il savait, et il n'a rien dit ou rien fait, y compris lorsqu'il a été, dans les années 90, ministre de l'Éducation nationale. Et deux, il a affirmé il y a quelques semaines qu'il n'était pourtant au courant de rien, alors qu'a priori, il était en vérité au courant. Donc je ne sais pas trop ce qu'il cache, enfin pourquoi il le fait. Je sais pas, je préfère pas émettre d'hypothèse. Toi, comment est-ce que tu lis ce moment politique? Est-ce que, d'après toi, il faudrait que François Bayrou, parce qu'il savait qu'il n'a rien fait et parce qu'il a menti, est-ce qu'il faudrait qu'il démissionne? Je pense qu'un Premier ministre qui est complice d'agression sur les enfants, parce que dès lors qu'il a gardé le silence, il est complice, donc il n'est pas digne d'être Premier ministre. Et c'est intéressant ce que tu mentionnes, c'est que tu dis, là, ça fait l'actualité. En réalité, au moment où on se parle, ça fait plus d'une semaine en fait que Mediapart sort son premier article. Et on a vraiment eu le sentiment de la part du camp du Premier ministre ils se sont dit que ça allait passer à la trappe. Et c'est pour ça que je dis que l'affaire Betaram, c'est un test pour notre société. Pour voir si aujourd'hui, en fait, on est enfin prêt à se lever et à dire que ça n'est pas acceptable, qu'on ait connaissance de ces faits et qu'on les ait cachés quand on était ministre de l'Éducation. Il a été ministre de l'Éducation au moment où des faits ont été signalés. C'est pas acceptable. Et donc, on peut pas avoir un Premier ministre comme ça. Donc, on a vu une espèce de stratégie, tu vois, on fait le dos rond, on espère que ça passe, que ça va pas trop broncher. On a deux députés, du coup, qui interpellent François Bayrou lors des questions au gouvernement. Il réitère que non, il était au courant de rien. Puis finalement, il y a d'autres articles qui sortent, de la part d'un très bon travail fait par Mediapart, de plus en plus étayé, donc il prouve qu'il savait. Il y avait quand même une victime dans la classe de son fils. Il y a un juge qui se souvient avoir échangé sur le Premier ministre à ce sujet-là, et lui, il ment. Et en fait, il ment parce qu'il répète la mécanique qu'on voit dans toutes les institutions où en fait il y a des dérives, et notamment des dérives en termes de violences sexistes et sexuelles, et en particulier de violences sur les enfants. C'est-à-dire que plutôt faire l'omerta et se protéger entre soi, que de regarder en face en fait l'horreur de ce qui a été commis. Et Betaram, en vrai, c'est une institution localement, dans le sens où si t'étais pas sage, dans le coin, on disait qu'on allait t'envoyer à Betaram. Donc dire qu'on ne savait pas qu'il y avait des comportements problématiques, c'est mentir, tout simplement. Et ça pose aussi la question de quel est notre rapport aujourd'hui à nos élus et à la responsabilité devant la République. En fait, quelqu'un qui ment, qui a couvert de tels faits, je suis désolée, il ne peut pas être Premier ministre. Alors, il y a le rapport aux élus, mais il y a aussi le rapport, on en a un peu parlé, aux violences, notamment sexuelles, sur les enfants. Qu'est-ce que cette omerta dont aujourd'hui François Bayrou est dans une certaine mesure le symbole, qu'est-ce que ça dit de notre société en général? Ça fait maintenant de nombreuses années que ce sujet est porté par à la fois des personnalités, par des mouvements politique, par toute une foultitude d'experts et d'expertes sur le sujet qui essayent de le mettre sur le devant de la scène. Il y a aussi des romans qui sont sortis, je pense par exemple à Christine Angot, qu'on a fait vraiment une des forces de sa production artistique. Qu'est-ce qu'on on n'avance pas en fait sur ce sujet? Il y a toujours autant d'inceste, il y a toujours autant de violences sexuelles sur les mineurs. C'est ça que ça dit? Aujourd'hui en France, on a un enfant toutes les 3 minutes qui est victime d'inceste, de viol ou de tentative de viol et d'agression sexuelle. Donc on voit bien que c'est un problème qui est systémique, et je crois que dans notre société, en fait, on refuse de considérer les enfants comme un sujet, un objet politique qui mérite en fait d'être protégé. Parce qu'on se dit que ça passe. Et en fait, non, ça ne passe pas. Et tout ça, c'est un continuum aussi des violences faites sur les femmes. Tout ça, c'est un continuum de la domination qu'on observe partout. À chaque fois, c'est les mêmes mécanismes, c'est-à-dire qu'on préfère taire, on préfère cacher, parce que finalement, ça arrange bien. Et que ça supposerait aussi qu'on se regarde en face et qu'on accepte que finalement, les violences,
c'est pas l'autre, quoi. C'est aussi soi, c'est aussi ses proches qui peuvent être des agresseurs, c'est aussi ton maire, ton ministre, ton premier ministre, le responsable du club de foot, qu'en fait elles sont partout. Et qu'ensuite pour lutter contre, ça suppose de mettre des moyens sur la table. Et c'est là où on voit le décalage entre l'affichage politique de dire oui mais bien sûr, personne ne va dire devant le public qu'ils sont pour les violences faites sur les enfants. Mais quand il s'agit de mettre des moyens sur la table, de la part du gouvernement, les recommandations de la Ciivise, ça a été un travail extraordinaire quand même qui a été fait avec la Ciivise. Combien ont été appliqués réellement et avec les moyens aussi conséquents. Et je trouve qu'un bon symptôme de à quel point on ne prend pas au sérieux cette question-là, c'est l'absence de prise de position solide sur l'éducation à la vie sexuelle, relationnelle et affective. Parce que ça, en réalité, on a tous les RA qui se lèvent, à côté on a souvent le gouvernement qui dit rien, enfin les macronistes clairement, alors que c'est notre meilleur outil de prévention. Et quand on voit la vague réactionnaire qu'on a en face de nous, tant que les gens qui sont contre refuseront de comprendre que l'éducation à la vie relationnelle, sexuelle et affective, c'est notre meilleur outil pour justement préserver nos enfants, leur enseigner ce qu'on peut ou ne peut pas faire à leur corps, qu'ils ont le droit de refuser qu'on les touche, qu'ils ont le droit... Enfin, que c'est pas normal, en fait, qu'un prêtre se frotte à un enfant dans un établissement catholique privé, parce que c'est de ça dont on parle. À Bétarab, en plus des viols, il y a eu aussi des agressions sexuelles. Eh bien, tant qu'on n'aura pas cette culture-là, et qui en fait va de pair avec une culture du consentement, mettre le consentement à tous les étages dans notre société, on ne pourra pas prendre au sérieux les droits des enfants. Oh. Et la France est d'ailleurs régulièrement pointée du doigt, par l'UNICEF notamment, sur l'absence de prise en compte et de considération et de respect du droit des enfants. Admettons que François Bayrou, je ne sais par quelle péripétie, décide de démissionner. Et donc que ça provoque à nouveau une crise institutionnelle comme on en a eu il y a pas très longtemps, que Emmanuel Macron soit obligé de nommer un nouveau ou une nouvelle première ministre. Qu'est-ce que aurait selon toi à dire la gauche, le nouveau Front Populaire? On sait qu'aujourd'hui, il a pas mal de plomb dans l'aile, notamment du fait du non-vote de la motion de censure par les socialistes et derrière de l'exclusion de fait par les insoumis des socialistes du nouveau Front Populaire. Est-ce que tu crois que ça fragilise la proposition de la gauche en ce moment? Qu'est-ce que tu crois qui pourrait se passer? Peut-être rappeler déjà que la première personne responsable de la crise institutionnelle dans laquelle on est, et en réalité que le Premier ministre tombe ou pas, on reste dans la même crise politique de ces 2 dernières années. En réalité, le seul responsable, c'est Emmanuel Macron. Ça, il faut le dire et le redire, et que tant qu'il sera là, on fait face à une crise institutionnelle sans précédent, et il en est le seul responsable. Donc toi, tu penses qu'il faudrait qu'il démissionne, par exemple? Je sais qu'à gauche... Tout à fait. Okay. Tout à fait, mais à nouveau... Le NFP, de toute façon, c'est pas une question, c'est pas une histoire de parti et d'écurie et de qui est dedans, qui est pas dedans. En fait, on est tous collectivement liés au mandat qui nous a été donné par nos électeurs aux dernières élections législatives. Et le NFP, ça n'est pas que les partis politiques, c'est aussi la société civile et toutes les personnes qui se sont mobilisées à ce moment-là. Donc, nous sommes redevables devant nos électeurs du mandat qui nous a été donné. Et c'est important de le rappeler. On n'a pas le choix, en fait, tout simplement. Nous sommes la première force politique à être arrivée en tête aux dernières élections. Dès lors, sur la base du programme sur lequel nous nous sommes mis d'accord à ce moment-là, nous sommes prêts à gouverner dans ce sens-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent tenté de nous faire un espèce de procès en incompétence du côté du NFP. Mais quand on regarde le bilan d'Emmanuel Macron ces 7 dernières années, il est absolument catastrophique. Le pays n'a jamais été autant à genoux. Nos profs sont épuisés, nos soignants sont épuisés, la justice déborde, les services de sécurité ne vont pas bien. En fait, tous nos services publics sont en dessous terre. Et nous, à côté, on a des vraies solutions. Et des solutions qui sont populaires et qui sont majoritaires dans l'opinion publique. Et c'est de là d'où vient l'entêtement du président Macron. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas mettre le NFP au pouvoir? Parce que tout simplement, il sait que, typiquement, on sera en capacité de faire tomber la réforme des retraites. Ce qu'il refuse de faire. Et le NFP, au quotidien, il est déjà dans plein de villes en France. Et moi, je peux en témoigner pour être élue de Lyon, où le NFP est au pouvoir depuis 2020. En fait, ça fonctionne. Et ça veut dire une ville plus respirable, ça veut dire des gamins qui ont des rues aux enfants quand ils sortent de l'école, qui vont pas se faire écraser par les voitures, qui peuvent se balader librement, qui mangent de la nourriture saine, locale à la cantine. Ça veut dire la régie de l'eau publique, donc l'eau publique qui redevient un bien public alors qu'elle avait été privatisée, avec 12 mètres cubes gratuits pour l'usage de première nécessité. Ça veut dire tout ça, en fait, le NFP au pouvoir. Et ça se passe bien.
Oh. Donc, nous, notre responsabilité en tant qu'élus de gauche, sous la bannière du Nouveau Front Populaire, c'est d'être en capacité de refaire ces coalitions avec la société civile, d'être au pouvoir et de porter le programme sur lequel on a été élu. Oh. C'est un programme qui est hyper clair en plus, franchement. C'est un programme qui est clair et qui a mobilisé. Donc il y a le programme, il y a le fait que les gens ne veulent pas de l'extrême droite au pouvoir. Ça a été un message très clair qu'on a entendu dans les urnes. Nous, notre job, c'est de tenir ce mandat-là. Oh. Mais est-ce que tu as l'impression que ce job, comme tu dis, c'est celui de tous les élus, de tous les responsables du Nouveau Front Populaire? Je sais pas, moi, hier, là on est lundi, hier j'ai lu la Tribune du dimanche, où j'ai vu une interview de Jean-Luc Mélenchon, d'Olivier Faure, etc. J'ai pas l'impression que eux ont le même job que toi, tu te donnes quant à l'avenir du Nouveau Front Populaire. Parce que là, tu as de me dire, en fait, non, mais tout va bien parce que, genre, au niveau local et dans les luttes, on est ensemble et au fond, il y a toujours l'extrême droite en danger, en gros, qui nous met en danger. D'accord, mais c'est pas pour autant que tous les responsables du Nouveau Populaire portent cette ambition que tu as. Je pense qu'il faut avoir en tête qu'il y a différents partis politiques avec différentes cultures aussi et différentes stratégies. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans le débat public, ce qui se passe devant nos yeux parfois un peu désespérés, c'est l'expression de stratégies qui sont divergentes. Ma vision à moi, c'est qu'on doit porter un programme qui est radical sur le fond, que sur la forme, on doit être en capacité de parler à tout le monde et de reparler à des personnes à qui on parlait avant mais à qui on ne parle plus aujourd'hui parce qu'on est devenu inaudible, d'être extrêmement clair sur où est-ce qu'on veut aller. Et je trouve que pour le coup, tu vois, la candidature de Lucie Castet, c'était un exemple très fort dans le sens où elle incarnait vraiment notamment l'intérêt général avec la notion de service public. Je crois que ça, c'est pour nous, collectivement, une boussole qui nous permet de recréer du commun, tu vois. Avec des gens avec qui on parle plus, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on veut un bureau de poste, qu'on veut des profs qui pètent pas un câble avec leurs enfants, tu vois. Enfin, tout ça, c'est facile, entre guillemets, et ça nous permet de nous mettre tous et toutes d'accord. Donc, il y a ces désaccords stratégiques. Nous, on doit être clair sur là où on va aller. À la fin, de toute façon, les urnes, elles sont sans appel. On sait très bien que c'est qu'avec une candidature unique qu'on pourra gagner. Donc, tout le monde n'est pas d'accord avec ça au sein du Nouveau Populaire. J'entends que tu dis il y a des stratégies qui sont différentes et du coup des identités aussi politiques qui sont différentes. Le problème, c'est quand elles sont divergentes plus que différentes. Aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu dis oui, les socialistes font partie du Nouveau Front Populaire, ce qui n'est pas le cas de tous les membres du Nouveau Front Populaire, de pouvoir tenir ce discours-là. Est-ce que tu dis les Insoumis font partie du Nouveau Front Populaire, font partie de ma gauche, tout ça? Toi, tu dis oui, tout le monde a vocation à faire partie du Nouveau Front Populaire. Moi, je dis tout le monde qui s'est battu pour faire vivre le Nouveau Front Populaire au moment des élections l'été dernier, fait partie du Nouveau Front Populaire. Donc les socialistes. Mais bien sûr, parce qu'on mais quand tu croises on a été élus sur cette base-là. Oui. Ok, là on est à l'Assemblée. Quand tu croises tes camarades insoumis et que tu leur dis et que tu leur tiens ce discours, ils te disent quoi? Ils te disent non, t'as tort Marie-Charlotte, ou ils te disent oh oui, finalement en fait elle a raison, finalement les socialistes. Parce que moi quand je lis leur truc dans la presse, j'ai vraiment l'impression qu'ils disent dehors les socialistes. Enfin... Ouais, mais en fait, ça peut pas être à un des membres du NFP tout seul de décider qui fait partie ou pas du Nouveau Front Populaire. Et si on veut discuter de qui en fait partie, peut-être que ça se fait dans ce cas dans un cadre collectif. Et à nouveau, en fait, mes collègues socialistes, ils ont été élus avec l'étiquette du Nouveau Front Populaire. Et franchement, moi, quand je suis sur le terrain en circonscription à Lyon, les gens, ils en ont rien à cirer. Mais alors vraiment rien à cirer. Eux, ce qui leur importe, c'est qu'on reste unis, qu'on vote un maximum de trucs ensemble, qu'on essaie de gagner des avancées concrètes pour eux et qu'on prépare la suite. Parce que aujourd'hui, on est dans une situation qui est tellement dure. Franchement, c'est tellement difficile, que ce soit d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue idéologique, avec l'extrême droite qui a la main mise partout dans l'espace public, avec des idées... Enfin, en fait, on va pas se mentir, Retailleau, il est au gouvernement, il est déjà d'extrême droite. On n'a pas besoin d'attendre que Marine Le Pen gagne des élections. Donc on le voit, le backlash, il est déjà face à nous, on est déjà au pied du mur. Donc les gens, ils en ont rien à cirer en fait des querelles entre nous. Eux, ce qui les intéresse, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour gagner demain. Et oui, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis là, mais moi, mon job, en tout cas, c'est de pouvoir incarner au maximum ça, et peut-être qu'on est moins audible, tu vois, dans l'espace médiatique et politique, parce que forcément, on prône l'union. Et évidemment que l'union, c'est moins vendeur que le clash. On l'a toujours su, c'est comme ça que ça marche, les médias. Ils préfèrent nous voir nous disputer plutôt que de travailler ensemble. Mais on est de plus en plus nombreux quand même à porter ça. Et on est plein de collègues là dans les couloirs à l'Assemblée à être plutôt concentrés sur ça que sur ce qui nous sépare en fait. Parce que c'est le mandat qui nous a été donné. Et surtout, c'est notre unique porte de sortie. Et les gens, et notamment le peuple de gauche, ils en peuvent plus en fait de nous entendre nous engueuler. Eux, ce qui les intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'on va faire en sorte que ça marche pour que demain on soit au pouvoir et que toutes les mesures qu'on a portées dans le programme,
notamment l'abrogation de la réforme des retraites, parce que ça a été la grande bataille qui nous a mobilisés les uns avec les autres. Comment est-ce qu'on va les mettre en place ? Alors, tu m'as parlé des identités différentes du nouveau Front populaire. Toi, tu appartiens à une de ces identités-là. Tu es écologiste. Vous allez avoir un congrès qui arrive dans quelques semaines. Qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui d'être membre des écologistes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi votre projet ? Quelle est la spécificité au sein du nouveau Front populaire que vous portez ? Alors la spécificité, particulièrement ces dernières semaines, ça a été d'être des piliers de l'Union. Et ça, je crois que pour le coup, moi, je me reconnais beaucoup dans cet ADN-là parce que j'ai été une élue de la NUPES à 400% et je me considère une élue du nouveau Front populaire à 400%. Et c'est comme ça aussi que j'ai des retours sur le terrain. Je pense que nous, notre grille de lecture, c'est de vraiment avoir... Enfin, notre grille idéologique, c'est de vraiment avoir une lecture systémique de tous les enjeux qui sont portés. On ne distingue pas la question environnementale de la question sociale, et pour moi c'est ces deux-là qui forment l'écologie. On est aussi dans une forme d'intersectionnalité, donc c'est-à-dire comment est-ce que... Moi je le dis toujours quand je vote une loi, quand je pense une politique publique, comment est-ce que je pense à la personne la plus vulnérable ? Parce qu'en pensant à cette personne-là, en écrivant la loi, j'estime qu'on va élever toutes les personnes qui sont au-dessus. Donc vraiment avoir cette vision systémique des politiques publiques, des inégalités, se dire qu'on sait qu'on doit mettre fin au système capitaliste qui exploite les ressources, les humains et qui domine aussi, hein, qui fait lien avec les dominations entre les femmes et les hommes, etc. etc. Ça, c'est notre identité. On a aussi une culture peut-être un peu plus horizontale de la démocratie, on amène ça autour de la table. Moi, je me revendique aussi avec une forme de non-violence aussi dans ma manière de faire de la politique, et je serais très intéressée de voir comment est-ce que on fait de plus en plus une politique du rapport de force et de la domination vers une politique de la coopération, entre nous aussi, entre partenaires. Nous, on porte ça. Aujourd'hui, on a quand même un enjeu à pouvoir permettre à plus de personnalités et de voix de s'exprimer dans l'espace médiatique. On a Marine Tondelier qui a été très visible sur les derniers mois, et c'est heureux, et je pense qu'elle a fait du bien, elle a apporté un vent de fraîcheur aussi à la politique. Aujourd'hui, il y a plein de forces vives dans le champ écolo, donc l'idée c'est comment est-ce qu'on fait décoller aussi tout ce collectif-là, sans mauvais jeu de mots, avec l'aviation. J'ai une dernière question, Marie-Charlotte. Comme je dis, vous allez avoir un congrès. Pour l'instant, il y a 3 candidates qui sont déclarées. D'après toi, c'est quoi les enjeux spécifiques de ce congrès à venir? Qu'est-ce que toi, tu espères que ton parti, les écologistes, sera demain? Moi, j'avoue que je suis jamais très intéressée par les enjeux de congrès parce que je trouve qu'on a tendance à exacerber des différences. Là, on a beaucoup en commun, et je crois que le parti écologiste, depuis 2017, il y a eu quand même une grosse clarification dans nos rangs internes avec quand même une grosse cohérence idéologique. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on va mettre en place cette stratégie collective, justement, pour pouvoir contrer le backlash, défendre le bilan de nos maires aux prochaines élections municipales, parce qu'on a des maires qui ont fait un travail extraordinaire malgré des conditions extrêmement difficiles, hein, quand on pense guerre en Ukraine, inflation, prix de l'électricité, etc. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient sans avoir des moyens supplémentaires et avec des bilans vraiment forts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dimension collective. C'est pour ça les histoires de chapelle, que ce soit, tu l'as vu, hein, au sein du NFP ou au sein du parti, moi ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on met en avant le collectif pour montrer qu'on change la vie des gens au quotidien, et on les réconcilie avec la politique aussi. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que les gens ils se désintéressent de la politique? Parce qu'ils y croient plus. Ils se disent franchement, ils sont tous pourris, on va jamais rien changer. Donc nous, notre job, c'est de pouvoir être exemplaire sur notre manière de faire de la politique et montrer que, concrètement, voter pour un écolo, voter pour un membre du NFP, c'est voter pour changer la vie des gens. Merci beaucoup, Marie-Charlotte. Merci, Pablo.